forte, j'espère bien. Donc, après les spectres et avant les monstres, voici les mutants. Donc, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je voudrais vraiment remercier l'organisation de cette école d'été. C'était vraiment pour moi une très très belle expérience. J'ai beaucoup appris. On a eu 2 désistements, mais malgré ça, on avait des apports assez différents de la part des étudiants. Donc, on avait de la théologie, du journalisme, la philo, le droit, les arts plastiques. Et du coup, les étudiants qui étaient invités à intégrer la bibliographie que j'avais donnée sur la question de ces 4 figures, le mutant, l'androgyne, le surhomme et l'avatar, ont donc pu apporter des compléments et du coup on se retrouvait avec les pères de l'Église, la mode, le transhumanisme et entre autres les œuvres d'Orlan. Donc Sonia va nous parler à la fin de cette présentation. On avait affaire à 4 figures que j'avais indiquées qui correspondaient aux 4 séances, mais en gros, on a compris dans notre atelier le mutant comme figure matricielle des 4, et donc les autres 3, l'androgyne, le surhomme et l'avatar, comme des sortes de déclinaisons spécifiques de cette figure du mutant. Et on a tenté de comprendre à travers ces variantes du mutant, à travers ces figures mythiques, on a essayé de comprendre à contrario des conditions limites de notre existence humaine. Donc observer comment ces figures incarnent des dépassements de notre condition humaine nous a permis d'en comprendre mieux, j'espère, les limites. Et on avait observé en début de l'atelier une sorte de symétrie entre les images ou mythes de l'origine de notre histoire avec celle qui vient dire l'horizon vers lequel on s'achemine. Et donc, pour essayer de tisser un lien entre ces 2 extrêmes, donc comment on est devenu humain et qu'est-ce qu'on va devenir en dépassant notre nature humaine, hopefully. Et on a convoqué le concept d'évolution. Et malgré le fait que, bien sûr, on avait affaire avec une évolution plus subtile, plutôt une évolution des consciences, on a tout d'abord puisé dans l'œuvre de Darwin pour comprendre quel est l'ancêtre de notre paradigme contemporain de l'évolution, qui est lui aussi, je pense, tout juste en train de changer. On commence avec l'épigénétique à remettre en cause certaines idées reçues. Mais bon, on sait que la philo, elle vient toujours en dernière. Donc avant qu'on ait comme ça des figures inspirées de l'épigénétique, on a plutôt utilisé Darwin. Donc malheureusement, 2 personnes ont dû partir. C'était la composante roumaine de notre équipe. Et donc, je vais me charger de lire leur présentation. Tout d'abord, celle de Iuliu Marius Morariu, j'espère que je ne prononce pas trop mal son nom, et qui portait donc les 2 interventions que je vais lire avant de passer la parole au surhomme et à l'avatar, sont donc des propos qui concernent la question de l'androgyne. Donc, Marius partait tout d'abord de la lecture de Platon et de Mircea Eliade, 2 des 3 sources. La 3e que j'avais donnée, c'est Détruire, dit-elle, de Marguerite Duras. On verra rapidement en quoi ça se relie à la question de l'androgyne. Et donc, respectivement, le banquet et Méphistophèle et l'androgyne. Donc, image de la coincidentia oppositorum. L'androgyne correspond donc aussi bien chez Platon que chez Mircea Eliade à l'image d'une plénitude absolue qui serait à restituer après la chute implicite à toute création en tant qu'aliénation dans la matière du pouvoir divin. Considérés des quasi-dieux, les hermaphrodites aussi étaient dans l'Antiquité des individus destinés à rester en dehors du tissu social, malgré le fait qu'on leur attribuait des pouvoirs extraordinaires,
homo sacer, on dirait. La lecture de Marius des textes que j'avais proposés tourne pas mal autour d'une question qui lui tient spécialement au cœur et qui est celle de la relation possible entre androgynie et péché originel, entre souffrance et dimension érotique. Dans la version, Marius est un doctorant en théologie et est un prêtre orthodoxe. Dans la version que Platon nous lègue du mythe, nous pouvons retracer des éléments proches à la réinterprétation chrétienne de la même image. Donc, on a compris l'androgyne comme un être dont la nature serait supérieure à celle des humains incarnés dans l'un ou dans l'autre sexe, et on a compris cette sorte d'involution que le discours d'Aristophane esquisse, et involution des androgynes aux hommes, comme une conséquence du péché ou d'une faute. Dans le cas de Platon, ces êtres, comme on le sait, sont coupables de hybris, un fait tellement puissant de leur nature. Ils rivalisent avec les dieux et ils sont pourtant, pour cela, couper un dieu. Donc, on avait observé la récurrence de l'image circulaire. Les androgynes de Platon sont en quelque sorte ronds. Ils ont 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. Et à la place de marcher, ils tournent. Donc, on avait effectivement observé une analogie avec l'idée qui se retrouve dans la culture chrétienne aussi du cercle comme symbole de perfection. Donc, le mythe de l'androgyne nous apprend que à la cause de la division de l'homme, il y a une sorte de hubris dans le monde grec ou d'orgueil. Et que, comme je le disais, entre Eros et souffrance, il existe apparemment une relation forte. Pas seulement la souffrance du découpage, mais aussi la souffrance d'être condamné, comme on le sait chez Platon, à rechercher éternellement l'autre moitié perdue. Ce qui, dans le mythe, très curieusement aussi, incite les dieux à essayer progressivement de remodeler l'anatomie des hommes. Donc on a aussi une étiologie de notre corps dans ce très beau et très célèbre mythe. Donc on a essayé de comprendre cette figure de l'origine comme aussi une figure d'un idéal humain à rétablir. Tout d'abord aussi, Marius nous a rappelé la lecture du père Dumitriu Staniloae dans la Sainte Trinité où au début c'était l'amour, et donc il a compris que la divinité est à comprendre comme la structure suprême de l'amour, et il a utilisé Mircea Eliade et son compatriote pour nous montrer qu'effectivement l'amour sexuel ne doit pas être confondu avec l'instinct reproductif, car son objectif réel, je cite Eliade, c'est d'aider l'homme et la femme à intégrer dans le plan intérieur l'image humaine complète, c'est-à-dire l'image divine originelle. Eliade parle d'une bisexualité divine qui serait à l'origine de notre nature. Donc, par là, cette nécessité de rétablir cette nature en quelque sorte plus complète, nous avons fait le lien avec l'œuvre de Marguerite Duras, Détruire, dit-elle, une œuvre de 1968, qui est aussi un récit, en même temps un récit et un film. Et ici, Duras fait de l'androgyne le point de passage vers une transmutation de la nature humaine qui serait condition et origine de la véritable révolution. Nous sommes en 68 et donc, par cet idéal ou utopie érotique, anthropologique, elle conteste en quelque sorte la contestation. Le mutant androgyne de Duras accomplit ainsi le passage de l'ère de l'amour basé sur le désir et donc sur un manque, sur une privation, à l'ère de l'amour basé sur la plénitude. Pour arriver à ça, elle préconise la nécessité de ce qu'elle appelle destruction capitale, c'est à quoi le titre fait référence, qui est en gros la destruction de l'identité individuelle, de l'ego, ou de ce que, avec Sri Aurobindo, dont on parlera tout à l'heure, on peut appeler le mental.
Donc, chez Duras, comme aussi on l'a remarqué dans l'évangile apocryphe de Thomas, l'androgyne vient donc correspondre à une dimension quasi messianique. C'est l'être que nous sommes tous appelés à devenir pour faire advenir un monde nouveau. Voilà, donc comme du coup cette image de l'origine semble être liée pas mal à notre présent et même à ce que nous sommes appelés à être, je passe rapidement à l'exposé de Corina Gyurgia qui s'est penchée justement sur l'androgyne, notre contemporain. Est-il possible de devenir androgyne? Donc, en gros, elle est journaliste, non? Donc, elle s'est penchée sur ce que cette figure de l'androgyne peut représenter dans l'imaginaire contemporain, aussi dans une certaine esthétique relatée par les médias. Et donc, on avait remarqué qu'effectivement, étymologiquement, les mots androgyne et hermaphrodite sont en fait le même mot. Hein. C'est des structures très très semblables, alors que couramment aujourd'hui, on comprend l'hermaphroditisme comme une sorte de nature qui serait marquée par l'aspect féminin comme par l'aspect masculin, et on a tendance à ce qui est aussi en quelque sorte l'idée de Platon, et qu'en même temps, de nos jours, l'androgynie vient davantage désigner un individu asexué, quasiment neutre, qui aurait fait le choix de porter sous lui cette image en quelque sorte un peu lisse, en tout cas au-delà des sexes, et de vivre donc conséquemment sa vie, son image et ses choix relationnels. L'archétype de l'androgyne a traversé donc apparemment le temps, mais il s'est transformé, il a pris un nouveau sens. Alors que la figure transmise par l'Antiquité mettait en lien bisexualité et perfection, non, on l'a vu, la plénitude humaine de l'androgyne, c'est une sorte de nature divine. L'imaginaire contemporain s'est emparé du désir d'éternité qui peut-être était implicite à cette vision, et en même temps on a fait une sorte d'idéal de beauté tellement parfaite qu'elle est désincarnée. Donc ce mythe de l'androgyne de nos jours nous renvoie également à un désir de jeunesse éternelle et d'un corps absolument parfait. Donc cette perfection serait en quelque sorte non plus sur le plan intérieur, mais sur le plan de l'image. Donc, les images de publicité, les images des réseaux sociaux nous révèlent aussi que ces figures contemporaines d'androgyne semblent en quelque sorte revendiquer un rôle de précurseur, d'inspirateur et même, dans le cas de la mode, de trendsetters. Et on peut à partir de cette observation, se poser plusieurs questions. C'est Corina qui se pose ces questions, je suis porte-parole. Donc, de nos jours, quand on parle de l'androgynie, fait-on allusion également à une dimension plus subtile, spirituelle? Est-ce que l'androgyne créée par le commerce, la publicité, les campagnes de marketing est encore associée à certaines valeurs? Est-il encore l'image, par exemple, d'une plénitude des potentiels érotiques, ce qu'on avait vu avec Duras, tel qu'il apparaît dans notre imaginaire contemporain? Cet archétype semble, pour le moins, encore attaché à une volonté de transcender, comme je le disais, les limitations du corps humain. Est-ce que cela implique encore et de nos jours la question de l'immortalité? On y reviendra avec le transhumanisme. Sans doute, on peut y voir une sorte de version mondaine de cette image qu'on avait évoquée pendant l'atelier de Corpus Gloriosus, comme le corps après la résurrection, qui serait en quelque sorte amendé de son âge et ses limites.
Donc l'évolution de nos standards de beauté semble en quelque sorte aussi favoriser cette sorte d'androgynie, étant les deux beautés, surtout Corinna remarque comme la beauté masculine en quelque sorte s'attendrit, hein, quitte à un paradigme basé sur la force et estompe un peu sa virilité. Donc, pour conclure avec des questions, comme on a toujours essayé de faire dans cet atelier, est-ce qu'on peut comprendre l'androgynie comme une mutation? Est-ce qu'on peut la comprendre de nos jours comme un choix? Et si l'image de l'androgyne semble liée de nos jours à une attitude en quelque sorte anticipatrice, presque avant-gardiste, est-il possible de choisir de devenir androgyne? Et est-ce qu'une telle mutation serait contagieuse? En fait, au fil de ces figures, on a cru comprendre qu'effectivement, ces mutants nous intéressaient comme c'est dans le cas de Darwin, dans la mesure où ils sont capables d'avoir une postérité. Et donc, c'est cette question aussi du mutant en tant que commencement d'une contagion qu'on a posée tout au fil de l'atelier. Je vais donc laisser la parole aux deux porte-parole du Surhomme. Je fais un pas en arrière, je reviens à la figure du surhomme explorée et pensée par Nietzsche, en particulier dans le livre de Zarathustra. La figure du surhumain, qui est l'un des concepts les plus explorés de la pensée de Nietzsche, est aussi présente dans une forme différente dans les écrits de Sri Aurobindo, un philosophe, poète, homme politique indien, mort en 1950 à Pondichéry. Lors du travail de l'atelier, on a essayé d'esquisser les points communs et les différences entre ces deux figures de surhumain. Pour ma part, j'essaierai d'expliciter certains traits du surhumain nietzschéen qui me paraissent décisifs dans une interrogation qui porte sur les frontières et les fins de l'humain. Mon collègue continuera le parallèle en se concentrant davantage sur la pensée d'Aurobindo. Ce qui me paraît nécessaire de mettre en exergue est le fait que pour Nietzsche, ainsi que pour Aurobindo, l'homme représente un stade d'inachèvement, d'incomplétude. Ce qui est grand dans l'homme, pour citer le mot de Zarathustra dans le prologue de l'œuvre, est le fait d'être un pont et non un but. Il est une transition, il est un déclin. L'homme est un être en vue d'un surpassement. Pour les deux philosophes, l'homme a une tâche à accomplir, un travail à faire. La contemplation laisse la place à l'action. L'humain, pour se dépasser, se doit d'assumer pleinement ses possibilités humaines. Le surhumain n'est pas un stade ultérieur d'une évolution biologique, mais l'affirmation volontaire de sa vie, de son corps. Le passage vers un au-delà de l'humain s'opère donc de manière différente chez Nietzsche et chez Aurobindo. Pour Nietzsche, le dépassement de l'homme se fait par le bas, par la terre. Dans le prologue de Zarathustra, nous pouvons lire « Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. J'ai vu qu'un jour, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. » Cette injonction se veut une attaque violente vers la logique nihiliste platonico-chrétienne, vers un système d'obligations et de devoirs, vers toute croyance dans une au-delà. C'est ici, l'en-deçà, qui est le terrain de déploiement de la puissance vitale du surhumain. Quitter la terre signifie vouloir résoudre nos problèmes trop hâtivement, renoncer à la tâche à accomplir, celle du surhumain. S'il y a possibilité de parcourir ce chemin, il est nécessaire de le faire. Qui n'accomplit pas la tâche est un faible. L'attaque de Nietzsche vise toute morale de domination, tout va leur imposer, la religion comme l'État, car ceux-là sont les causes d'un appauvrissement, voire un anéantissement de la puissance. Pour Nietzsche, le surhumain doit vivre les temps en tant que tel comme volonté de puissance. De l'être, nous n'avons d'autre représentation que la vie. Et c'est en restant dans l'immanence qu'on devient surhumain. Les valeurs sont conditions d'achèvement de la puissance. Avec Dieu est mort, il n'y a plus de transcendance. Le surhumain est celui qui affirme le différentiel de la vie et qui accepte de ne pas savoir sur des prétendues fins ultimes, sur un au-delà. Son être est être pour la vie. C'est ainsi que le surhumain peut fonder une histoire réprimée en l'homme
en renouvelant ce rapport au monde. Pour Nietzsche, l'homme va vers une sensibilité pure. Le corps constitue la raison est corporelle. Je cite, « Le corps est raison, une grande raison, une multiplicité qui a un seul sens. » L'éthique du surhumain est justice de la singularité. Il faut créer la loi de son agir afin que son agir soit conforme à la singularité de ce qui se présente. Le surhumain vient pour dépasser la morale. Il est au-delà du bien et du mal. Et là, je pose deux questions. Alors, comment penser la notion de responsabilité pour un surhumain? Et quels seraient ces critères, si on peut parler de critères? Si nous devons mettre en parallèle le surhumain nietzschéen et le Superman pensé par Sri Aurobindo, nous trouvons que leur advenu est à la fois un blasphème, mais aussi la plus haute expression de dévotion. C'est un mouvement de surpassement vers quelque chose dont on ignore les fins. Il y a volonté de racheter tous les aspects de la matière, accepter d'être ce que nous sommes sur Terre. Toutefois, l'évolution chez Aurobindo n'est pas le résultat d'une décision, comme le peut être chez Nietzsche, ou d'une force extérieure qui n'aurait pas d'explication, un dieu, la chance, mais l'œuvre de quelque chose de divin qui est déjà dans la matière. Il dit un esprit latent qui habite la matière, qui se doit d'évoluer en esprit. La forme matérielle n'est pas rejetée, mais elle n'est qu'un support, un moyen pour la progressive évolution de l'esprit. Le travail de l'évolution est la corvée de l'homme. Pour revenir à Nietzsche et conclure mon propos, le dépassement préconisé par son surhumain convoque des caractéristiques de la figure du mutant, déjà évoquée dans les autres exposés, et qui nous a servi comme concept guide lors de notre atelier. Si d'un côté le surhumain est un éclaireur, un précurseur, un solitaire, de l'autre, en tant que mutant, il permet peut-être de penser une espèce à venir. Donc je termine avec deux questions. Qu'est-ce qu'impliquerait la venue d'une telle surespèce? Et comment imaginer cette ère du surhumain prophétisée par Nietzsche? Et je passe la parole à mon collègue pour le surhumain chez Aurobindo. Merci. Alors, si le surhomme de Nietzsche reste un homme, et si son dépassement se fait par le bas, il en va différemment chez Aurobindo Gosse. Mais avant de pouvoir vous expliquer cela, il me faudra d'abord donner une image générale de la philosophie d'Aurobindo. Pour Aurobindo, l'évolutionnisme matérialiste, celui de Darwin par exemple, ne fait que décrire le phénomène de l'évolution. Il n'explique pas son moteur, son principe, la raison qui se trouve derrière. L'évolution découverte par la science n'est que l'apparence du processus à l'œuvre. Elle répond à la question « quoi ?», mais laisse de côté le problème du « pourquoi ». Se satisfaire de l'explication matérialiste de l'évolutionnisme, ce serait accepter que le monde se soit organisé par un pur hasard. Or, selon Aurobindo, si le monde est bien régi par un processus évolutif, celui-ci est nécessaire, non pas en vertu de lois physiques, mais parce qu'il serait la réalisation d'un principe premier, d'une force substance originelle infinie, l'esprit avec un E majuscule, qui se manifeste, qui vient à soi en réalisant toutes ses possibilités dans un processus téléologique dans le fini. 3 étapes de cette manifestation à soi se sont déjà réalisées. La création de la matière, qui a consisté en un repli sur soi de l'esprit, celle de la vie, se caractérisant par l'apparition du végétal et de l'animal, et celle du mental, caractérisée par l'apparition de l'homme. Chacune de ces étapes correspond aussi à la réalisation d'une idée de l'esprit, qui décide et circonscrit ses caractéristiques. En la matière, l'esprit s'est réalisé dans des formes. Dans la vie, la conscience commence à émerger et s'y manifeste par les sens et les instincts. Dans l'être mental, il y a émergence de la conscience réflexive, capable de penser. Mais ces différentes étapes n'ont pas épuisé l'évolution. En effet, je viens de le dire, les idées qui président à leur création posent en même temps leurs limites. Or, si le principe de l'évolution, c'est la pleine réalisation des potentialités de l'esprit, son incarnation en l'homme, parce que ses capacités de connaissance et de compréhension sont limitées, n'a pas achevé l'évolution. En effet, nos modes de connaissance sont loin de satisfaire l'exigence de la pleine connaissance que suppose la venue à soi de l'esprit. D'une part, notre pensée ne peut se construire qu'à partir d'une expérience phénoménologique de ce qui est matériel, expérience qui est prédéfinie et limitée par nos sens. D'autre part, notre raison crée des divisions dans le réel afin de constituer les objets qu'elle soumet à son examen, alors que le monde est un, uni, forme un tout.
C'est pour cela qu'au-delà de l'étape du mental, il doit en exister une autre, celle du supramental, qui se caractérise, selon Aurobindo, par une connaissance qui ne fragmente pas le réel, mais l'embrasse dans sa totalité, dans son intégralité. La vraie connaissance ne peut passer ni par la faillibilité des sens, ni par la construction d'idées, mais doit s'appuyer sur une intuition directe où le sujet et l'objet ne font qu'un. Une intuition, ce genre d'intuition, seule à même de permettre de percevoir et de constituer l'unité du monde. Un stade supplémentaire de l'évolution est donc nécessaire. À ce stade devrait correspondre l'apparition du surhomme. Tandis que ce qui caractérisait l'homme, ou ce qui caractérise l'homme encore, c'est le mental, ce qui caractérisera le surhomme sera la connaissance divine. Si, chez Nietzsche, le surhomme reste un homme, chez Aurobindo, le surhomme transcende l'homme. Il ne correspond pas à un homme qui aurait réalisé toutes ses potentialités. Il ne s'agit pas d'un homme parfait dans les limites de sa condition humaine. Se satisfaire de son humanité, ce serait se complaire dans son imperfection. L'homme atteindrait alors tout au plus une perfection de fourmi avant de disparaître comme tant d'autres espèces avant lui, étant devenu superflu dans le processus évolutif en cours. Le sens de l'évolution n'est pas le plein développement d'une forme particulière de la conscience humaine en l'occurrence, mais la perfection de la conscience en tant que telle. La grandeur de l'homme ne réside donc pas tant dans ce qu'il est, même s'il représente dans le processus évolutif le premier être pensant et pensant l'évolution, mais dans ce qu'il rend possible, un surhomme au-delà de l'homme. Si en ce dernier, la matière et l'animalité dont il a hérité circonscrivent l'esprit, cela ne sera plus le cas du surhomme, dont la forme, le corps, servira parfaitement son omniscience et son omnipotence. Il sera éternel, baignera dans une calme félicité, jouira d'une stabilité immuable et rien d'extérieur ne limitera son pouvoir. Il est ici possible de dresser un parallèle avec la pensée transhumaniste contemporaine. Tout d'abord, en effet, tout comme le surhomme d'Aurobindo, l'homme voulu par les transhumanistes doit être immortel. D'autre part, cette immortalité exige dans les deux cas une transformation du corps de l'homme. Parce qu'il estime que nos capacités humaines ne nous permettent pas de l'imaginer, Aurobindo ne précise pas la forme qu'aura le surhumain. Mais pour les transhumanistes, il n'y a pas d'immortalité possible avant que le corps de l'homme ne soit retravaillé par le génie génétique, les nanotechnologies, la robotique et l'informatique. Ces similitudes nous autorisent-elles à dire que le transhumain, tout comme le surhomme d'Aurobindo, n'est plus un homme? En effet, après que l'évolutionnisme a fait de l'homme un mutant, la mortalité ne subsiste-t-elle pas comme une des dernières limites permettant de circonscrire une condition humaine? Pour conclure et expliquer la deuxième des différences entre Aurobindo et Nietzsche que j'ai annoncé au début de mon exposé, j'aborderai encore la manière, le procédé qui mène au surhomme et qu'Aurobindo nomme le yoga intégral. Comme s'il s'agissait d'unir en soi tous les stades de l'évolution, la matière, la vie, le mental, l'ascension du surhomme nécessite l'engagement intégral de l'homme. Elle nécessite une unité du corps, des passions, de la raison. D'autre part, nos capacités étant limitées par notre condition, nous devons nous ouvrir, nous donner à l'esprit, afin que celui-ci nous élève. Le processus menant au surhomme d'Aurobindo est donc à la fois ascension et descente. Ascension de l'homme au moyen d'un abandon de soi, de sa personnalité, de son ego, de ses attentes et de ses espoirs, et descente de l'esprit sur l'homme. Il est sans doute possible de voir ici une résonance de la figure de l'avatar, pensée non pas au sens aujourd'hui courant d'alter ego, comme le personnage joué dans un jeu vidéo par exemple, ni au sens d'une incarnation quelconque, mais en accord avec la signification hindouiste originelle, comme l'incarnation d'un dieu venu sur Terre pour y rétablir l'ordre et l'harmonie. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Sonia, qui vous en dira plus sur la figure de l'avatar. Merci Marc. Le temps, peut-être que ça démarre. Jusqu'où la place de l'humain, du corps humain, est déstabilisée par la technologie? Comment gérer l'image que nous renvoyons à travers les nouvelles technologies? Qu'est-ce qui fait que la migration d'un état à l'autre, la transformation, la métamorphose opère? Je m'appuie sur l'œuvre d'Orlan afin d'essayer d'y répondre. Je travaillerai en dualité, en confrontant la description de son travail plastique à la réflexion de Sri Aurobindo sur la figure de l'avatar.
Orlan est une artiste pluridisciplinaire. Elle travaille la photographie, la vidéo, la sculpture, l'installation et la performance. Elle interroge le rapport de l'humain à sa sexualité, son aspect extérieur comme ses fonctions vitales, son rapport à la douleur. Elle évoque les standards de beauté dans différentes civilisations et à différentes époques. Elle interpelle l'organisation dans ce que l'on nomme organisme à travers le thème du corps, de son origine à sa disparition. Elle clame ainsi la liberté de disposer de son corps à travers ce qu'elle appelle art charnel. Pour aboutir à ses fins, elle métamorphose son corps à des fins artistiques. Orlan accouche d'elle-même est une photographie en noir et blanc réalisée en 1964. L'artiste n'a que 17 ans quand elle réalise la performance dont le cliché est extrait. Elle est face à une créature androgyne, les deux regardent dans la même direction. L'instant capturé est le moment où l'origine et l'avenir se font face. Cet effet miroir met en scène la naissance d'Orlan. L'artiste, dans un souci d'avenir, de perspective, accouche d'elle-même. C'est l'instant où le passé et le futur s'imbriquent. Cette symétrie entre origine, devenir est à l'image même de la figure du mutant étudié dans notre atelier. L'artiste est-elle consciente qu'à partir de ce travail, elle lance le concept d'évolution? Aperçoit-elle le commencement de la métamorphose? Jusqu'où va la relation d'amour entre soi-même et son image? Un amour qui dépasse tout genre. L'artiste détruit une limite afin de permettre son expansion. Elle donne naissance à l'unité fondamentale. L'androgyne en soi nous renvoie à la cassure, la fracture. L'artiste, ici jeune fille, comme dimension partielle, fausse unité, donne naissance à une unité entière, Orlan. Ce travail nous renvoie vers le banquet de Platon, plus précisément le discours d'Aristophane, développé précédemment dans le texte de Marius. Est-il question de la séparation de la sphère? Sommes-nous devant la sphère en train de se diviser? Nous sommes en présence d'une âme qui se rebelle contre elle-même. Elle mute vers l'asexué pour s'émanciper. I'm born by myself, expression extraite des essais de la Gita de Sri Aurobindo. L'objet contrôle son overcome, son élévation. La naissance divine est réalisée par Maya, ici par l'artiste même. Dans la première série de défiguration-refiguration, les self-hybridations précolombiennes mêlent des éléments de la civilisation précolombienne et le visage d'Orlan. Une deuxième série, les self-hybridations africaines, prennent en référence des photographies ethnologiques en noir et blanc. Plus récemment, dans la série des self-hybridations indiennes américaines, Orlan s'hybride avec les Indiens d'Amérique. Plus qu'une hybridation de deux visages, les self-hybridations permettent à l'artiste de mélanger les cultures, les sexes, les époques et les techniques artistiques. Photographie, peinture, sculpture. Ainsi, elle propose pour des corps mutants de nouveaux critères de beauté, en dehors des normes actuelles. Cela annonce une révolution de l'éthique. Dans cette adhésion au concept de l'altérité, Orlan rejoint l'idée de Aurobindo, qui est d'unir l'Orient et l'Occident afin de dépasser l'opposition Est-Ouest. Dans le même esprit, mais avec des moyens techniques plus avancés, Orlan s'inspire de l'opéra de Pékin. Self-hybridation, Masque de l'opéra de Pékin est une série réalisée en 2014. Face à cet accrochage traditionnel où le portrait de l'artiste se confond au motif de la toile, Orlan nous confronte à la complexité des nouvelles technologies. En scannant le tableau comme un quelconque QR code, nous découvrons Orlan effectuant des acrobaties, tel un acteur du spectacle chinois. Ce personnage virtuel, donc avatar, traverse la toile jusqu'à effacement. La liberté en écorché est une capture d'écran d'une projection vidéo. Elle présente Orlan en écorché, un autoportrait en 3D sans la moindre parcelle de peau de l'artiste, mais où tous les muscles, toutes les veines sont montrées. Cette œuvre en 3D, réalisée à partir d'images médicales,
révèle une silhouette charpentée. Cet avatar qui lui permet de rejouer toutes ses performances porte 2 brassards vert acide, couleur identique à celle des 2 implants qui encadrent son visage. Et au ralenti, il lève le bras pour prendre la pose de la Statue de la Liberté. Orlan continue à croître, en devenir. Son évolution est telle celle du mutant, le abnormal devient normal, et c'est perpétuel. Orlan nous invite à vivre dans le soi impersonnel et donc dans la divinité suprême. Ici se précise l'image de l'avatar selon la religion hindoue. L'œuvre de l'artiste s'incarne ouvertement dans le divin, aperçu comme un des 2 aspects de la naissance divine, la descente, c'est-à-dire la naissance de Dieu parmi les humains. Orlan nous donne l'occasion d'essayer de voir l'intérieur propre de la marque de la divinité, la création et la manifestation. Notant que l'avatar est un double phénomène de la divinité et de l'humanité, le divin s'incarne dans la nature humaine avec ses limites extérieures et leur donne les moyens, le pouvoir divin. J'ai essayé, le long de mon texte, d'interroger jusqu'où l'œuvre d'art éclaire-t-elle la vérité du concept de l'avatar.